Cet amendement vise à réécrire les dispositions de l'article 59 modifiant l'article 43-11 de la loi de 86. Plus précisément, il s'attache à préciser les missions assignées au service public de l'audiovisuel. Nous pensons effectivement que ce n'est pas aussi clair que ça dans le projet de loi. Tout d'abord, il mentionne explicitement que les missions du service public visent à informer, éduquer et divertir. Ce triptyque, c'est vraiment le triptyque qui est présent dans les textes européens, qui doit demeurer un socle sur lequel il faut s'appuyer. Nous ne comprenons pas pourquoi vous avez abandonné ce triptyque. Il précise également que ces missions doivent prendre en compte 2 impératifs. Innover et toucher tous les publics. Parce qu'effectivement, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de voir comment on atteint les objectifs qu'on s'est donnés. Et on sait très bien que l'innovation, la prise de risque est fondamentale. Et on sait que maintenant, il faut aller toucher les publics et s'en assurer. Et donc, c'est évident qu'il faut absolument mettre ça comme objectif. Ces impératifs nécessitent d'investir dans le développement et la recherche, dans la création originale, dans les formats inédits, en tenant compte de la diversité dans le numérique, de s'adapter, mais également de créer du lien et renforcer la cohésion sociale, en s'attachant notamment à éduquer aux médias. D'autre part, cet amendement réintroduit la mission de divertissement dans les missions prioritaires. Le divertissement a toute sa place dans l'œuvre du service public et peut donner lieu à des initiatives communes, dès lors qu'il est interprété de façon différenciée. Le divertissement de service public se distingue notamment par sa capacité à embrasser de façon ludique l'ensemble des champs de la culture générale, la connaissance de la langue française, le patrimoine de la chanson française, la littérature, la science, l'histoire ou encore la géographie. Il constitue en ce sens un vecteur éducatif et populaire pour un très large public. La France a par ailleurs la chance de pouvoir s'appuyer sur une production d'émissions de divertissement de grande qualité qu'il convient d'encourager. Enfin, cet amendement modifie l'agencement de l'article. En effet, le texte prévoit 5 missions prioritaires: proximité, information, ambition culturelle, action audiovisuelle extérieure, jeunesse et éducation, pour lesquelles il détermine pour chacune d'entre elles les objectifs à atteindre. Or, en réalité, chacune de ces missions pourrait être atteinte par différents objectifs communs. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'inscrire dès le début de l'article les missions prioritaires, puis de décliner les objectifs qui sont en réalité des objectifs transversaux. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Ce sera malheureusement un avis défavorable, mais je vous rassure, nous n'avons pas oublié donc ni le divertissement, ni l'innovation, ni la recherche et le développement. Et il y aura quelques amendements qui iront dans votre sens et qui soutiendront donc ces points qui sont également très importants. Mais votre rédaction ne nous paraît pas plus claire que la nôtre. Madame Dumas. Bien évidemment, nous n'avons pas le même avis. Donc cette rédaction nous paraît bien plus claire. Nous sommes ravis que vous ayez des amendements. Mais ce qui est important, c'est de dire que c'est un nouvel impératif. C'est le nouvel impératif. L'innovation et toucher tous les publics. Donc effectivement, c'est important de le remonter. Par ailleurs, effectivement, le fait d'abandonner cette mission qui est commune à tous les audiovisuels européens, qui est éduquer, informer, divertir, juste parce que vous estimez que réécrire les choses différemment, c'est moderniser les choses. Non, c'est de réaffirmer les principes, surtout lorsqu'ils sont partagés par tous les autres audiovisuels publics, et d'être clair dans les principes. En tout cas, puisque vous êtes ça veut dire que vous êtes défavorable à tout ce qui vient d'être mis en avant, donc je prends note de ça. Bah si, excusez-moi. Franchement, Madame Dumas a la parole. Merci, Monsieur Fuchs. Merci, Monsieur le Président. On peut proposer les amendements de suppression. Je pense que c'était plutôt pour engager la conversation. On est là vraiment au cœur de la réflexion. On sait très bien que depuis l'ORTF, il n'y a pas eu des visions du service public que par chaîne ou par groupe de chaînes. Il n'y a pas de vision de ce que peut être un vrai service public à la française, et que la holding qui est proposée est la première étape justement de notre capacité à innover et inventer un service public à la française. Et les questions que pose Frédéric Dumas sont au cœur du projet de loi, justement. Alors on peut les agencer comme on veut. En réalité, il faudra les traiter. Et notre ambition ici, c'est justement de créer un cadre législatif suffisamment ambitieux pour que l'on puisse définir un vrai projet de service public. Et je pense qu'on aura ici les moyens d'amender et de trouver les bases, de montrer quelle ambition l'on a, et qu'il faudra certainement, et je pense que c'est le débat également, faire un travail beaucoup plus profond sur qu'est-ce que réellement un service public à la française, qu'un texte de loi ne pourra pas écrire en l'état. Merci. Madame Buffet. Moi, je ne comprends pas tellement l'avis favorable à cet amendement, parce que c'est un amendement qui permet en effet de globaliser, de préciser l'ensemble des missions de service public de France Média, qui a une rédaction qui me paraît tout à fait correcte. Donc j'avoue, je ne comprends pas très bien l'avis défavorable. Monsieur le ministre. C'est l'occasion, effectivement, de se poser les questions de ces missions de service public, de ces objectifs du service public.
et c'est ce qu'on fait très clairement dans ce texte, en recentrant, en précisant, en martelant qu'il y a 5 objectifs pour nous principaux. D'abord, la cohésion sociale, avec cette offre de proximité pour parler à tous les Français, de tous les Français, partout et au plus près d'eux. Deuxièmement, l'information, pour qu'on puisse garantir d'apporter une information fiable, indépendante et pluraliste. La culture, bien sûr, pour soutenir la création et le patrimoine et favoriser la rencontre de cette création avec tous les publics. L'action extérieure, le rayonnement de la France dans le monde, promouvoir hors de nos frontières la langue, la culture française et notre regard particulier sur le monde. L'éducation, enfin bien sûr, 5e pilier, 5e objectif majeur, pour diffuser des connaissances, pour contribuer à l'éducation citoyenne et responsable de tous. Et bien évidemment que les programmes de divertissement sont un moyen pour pouvoir atteindre ces missions, pour les satisfaire dans tous les domaines. On a besoin d'avoir des programmes de divertissement en matière de cohésion sociale avec les contenus de proximité, en matière d'information, en matière de culture, vous l'avez très bien dit, Madame Dumas, en matière d'action extérieure et aussi en matière d'éducation. Le divertissement n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen pour atteindre les objectifs. Et on va en reparler tout à l'heure avec un certain nombre d'amendements qui ont été proposés par la rapporteure et un certain nombre d'entre vous, qui vont dans le bon sens. Dans le texte, il est très clairement mis que le divertissement est un des types de programmes proposés par l'audiovisuel public. S'il faut insister à tel ou tel endroit, je suis totalement favorable à le faire, mais ne confondons pas moyens et objectifs. Surtout que, par rapport à ce qu'étaient les objectifs de l'ORTF à l'époque, ou en tout cas quand les missions de service public ont été définies, il y avait une offre audiovisuelle beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Donc, pour se divertir sans avoir comme objectif la proximité, l'information, la culture, l'action extérieure et l'éducation, il n'y avait pas de possibilité de le faire. Et donc, aujourd'hui, il y a une offre dans le paysage audiovisuel français qui est très importante. Et donc, si ces objectifs ne sont pas au cœur du programme de divertissement proposé, il y a tout à fait la possibilité d'aller sur des chaînes privées pour le faire. Madame Dumas. Monsieur le ministre, comme vous prenez souvent les exemples étrangers, tous les audiovisuels publics européens mettent dans leur mission éduquer, informer, divertir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est dans la directive SMA. C'est dans toutes les directives SMA. C'est-à-dire, c'est ce qui est notre socle commun. Ça, c'est la première chose. Donc, je ne vois pas pourquoi, effectivement, on ne se réunit pas, puisque l'Europe, elle se fait autour de ça. La deuxième chose, c'est, vous dites, c'est un moyen. Ben dans ce cas-là, la holding, je vais vous dire, c'est pareil, hein, c'est pas du tout un objectif, c'est un moyen, vous le mettez toujours en avant comme si c'était ce qui allait tout résoudre. Mais la deuxième chose, c'est que ce que je trouve important et qui est mis là, et que nous avons mis dans notre rapport où 7 députés de la majorité ont signé, c'est aujourd'hui, je pense que la modernité, c'est d'expliquer comment on atteint nos objectifs. Parce que les incantations, ambition culturelle, tout ça, ça reste des incantations. Donc les moyens... Les impératifs, c'est de dire innover et toucher les publics. Et de ne pas le mettre à ce niveau-là, ça veut dire qu'on continuera à avoir des sociétés qui visent des objectifs sans se donner les moyens de les atteindre. Merci, Madame Dumas. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 376, Madame Dumas. C'est un peu l'occasion de commencer à aborder le sujet de la chaîne pour enfants, sachant que une minute ne suffisant pas, on va commencer par là. Donc évidemment, sur des sujets aussi importants que la suppression de chaînes, nous pensons que effectivement, ça doit faire au minimum l'objet d'un débat au Parlement. Sur la chaîne pour enfants, sur France 4, nous avons été 7 députés de la majorité à expliquer pourquoi il était important de conserver cette chaîne sur un canal hertzien, pas seulement linéaire, mais sur un canal hertzien, sans publicité, et les dommages substantiels et collatéraux qu'impliquerait une bascule tout numérique. Nous l'avons dit au mois de mai 2018, fracture évidemment territoriale, les fameuses zones blanches, même si je sais que Madame la rapporteure générale, vous trouvez que ce mot est maladroit. Ceci dit, le haut débit, évidemment, est nécessaire et dans les zones blanches, le haut débit n'est pas présent pour effectivement pouvoir proposer une offre audiovisuelle de qualité. Nous avions fait état d'un sondage de médiamétrie, d'ores et déjà en mai, qui disait tout sur les fractures d'usage, sur les fractures évidemment sociales, puisqu'il faut avoir accès à une box, la rupture de l'égalité
l'égalité territoriale. Nous avions effectivement dit aussi que nous avions besoin d'une chaîne linéaire sur un canal hertzien fort pour pouvoir pousser le numérique. J'allais dire, c'est comme le clair pour Canal+ à l'époque, c'est un moyen de pousser l'offre linéaire. Donc s'il y a bien une raison d'être du service public, c'est bien une chaîne pour enfants, une chaîne dédiée à la connaissance. La BBC en a 2. J'expliquerai tout à l'heure avec un peu plus de temps les dommages collatéraux, à la fois évidemment pour les enfants, pour la jeunesse, pour l'animation, et aussi pour les autres chaînes du groupe. Bien, je rappelle que pour la défense des amendements, c'est 2 minutes, et après c'est 1 minute par réponse. Donc, voilà. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, ce n'est pas du domaine législatif. Les missions du service public, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias sont du domaine législatif en vertu de l'article 34 de la Constitution. En revanche, l'organisation interne des sociétés nationales mais pas l'organisation interne des sociétés nationales de programme. Cependant, nous avons plusieurs amendements qui vont viser à garantir que France Télévisions propose une offre de qualité et variée pour les enfants sur les services linéaires comme non linéaires. Ce sera donc un avis défavorable. Madame Dumas. J'apprécie que vous réduisiez la suppression d'une chaîne pour enfants à l'organisation interne d'entreprise. C'est, je pense, effectivement à relever. Je pense que les missions de service public et la manière dont elles s'organisent, notamment à travers des antennes, c'est comme si vous vouliez supprimer France Culture. Voilà, bah aussi c'est pareil. Nous estimons non pas que le Parlement décide, mais vous trouvez anormal, vous, que le Parlement ne débatte pas autour de ça? Parce que les erreurs que vous avez faites, puisque vous n'êtes pas capable de revenir dessus, vous n'auriez pas pu les faire si on avait eu ce débat-là. Parce que vous savez très bien comment était intervenue la décision. Elle était intervenue par un coup de téléphone du secrétaire général de l'Élysée, pendant que nous étions en réunion avec le Premier ministre, en disant qu'il faut faire moderne, il faut basculer France 4 sur le numérique, en confondant les jeunes adultes et les enfants. Donc un débat au Parlement aurait évité effectivement de faire des erreurs pareilles. Et nous parlerons effectivement de vos amendements qui ne compensent absolument pas, mais qui enterrent la chaîne pour enfants. Merci, Mme Victory. Oui, je veux vraiment défendre cet amendement qui est très important parce qu'effectivement, sur ces questions-là, qui touchent et à l'organisation, mais à ce que nous voulons de ce service public, de ce qu'il diffuse et de ce à quoi il nous sert finalement, c'est vraiment important que les députés que nous sommes puissent être associés complètement à ce débat. Donc je soutiens vraiment et l'argumentaire et la position de cet amendement. Merci. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. France 4 a une ligne éditoriale sur les contenus enfance et jeunesse que depuis quelques années. Notre volonté est de, certes, réduire le nombre d'antennes en linéaire de France Télévisions, mais absolument pas de réduire l'ambition en matière de contenu jeunesse et d'animation, non seulement globalement dans l'audiovisuel public, mais spécifiquement dans les antennes linéaires de la télévision publique. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à la demande d'un certain nombre de députés, le président de la commission, des rapporteurs, du groupe La République En Marche notamment et du MoDem, on a pris la décision de travailler sur un pacte de visibilité des contenus jeunesse et d'animation, comme on l'a fait pour l'outre-mer, pour bien rassurer le Parlement, et je comprends que ce soit nécessaire de le faire, je partage cette volonté, pour démontrer les engagements de France Télévisions en matière de présence de ces contenus-là en antenne linéaire, en plus évidemment du développement de l'Internet, qui est un sujet, je dirais, proche, parce que effectivement c'est l'offre globale qu'il faut regarder, mais enfin il faut bien être conscient que dans l'offre globale, il est nécessaire d'avoir des contenus en linéaire. Et encore une fois, l'ambition du gouvernement en la matière n'est pas réduite avec la fermeture d'une antenne. Je rappelle quand même que ces dernières années, il y a eu une antenne nouvelle en plus dans le bouquet France Télévisions, c'est l'antenne France Info, la chaîne d'information en continu. Donc là, on réduit 2 antennes, à charge à France Télévisions de reventiler ses grilles de programme à partir de l'été pour s'assurer qu'il y ait bien les contenus en linéaire, jeunesse et animation, comme il doit y avoir des contenus sur l'audiovisuel, sur l'outre-mer. Mme Telemont, M. Girard. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, permettez-moi, vous justifiez vos choix de suppression de chaînes, mais en l'occurrence, l'amendement de Madame Dumas, vous ne répondez pas à cet amendement qui vise à ce que le Parlement puisse, à l'avenir, intervenir, débattre sur ces questions. On a bien compris votre choix de supprimer les antennes. Pour autant, là, il s'agit de vérifier à l'avenir que le Parlement puisse émettre à minima un avis.
Merci. Monsieur Gérard. Merci, Monsieur le Président. En fait, moi, effectivement, j'ai tendance à penser que pour refaire le film à l'envers, quand on a annoncé un peu de façon abrupte la suppression de France 4 et France O, les deux ministres à l'époque, Françoise Nyssen et Annick Girardin, ont lancé un groupe de travail parlementaire pour réfléchir à la suite. Et donc, je pense qu'on aurait tous beaucoup gagné à dépassionner le débat, et pu dépassionner le débat si on avait eu ce débat en amont de l'annonce de la décision. Ça n'aurait pas forcément influencé sur la décision, mais je pense qu'en termes de réflexion et d'accompagnement social pour la société France Télé, ça aurait sans doute adouci un peu les décisions et permis puisque la conséquence de tout ça, ça a été le pacte de visibilité des Outre-mer qui s'est nourri assez largement de ce travail parlementaire. Donc, l'idée d'avoir un débat préalablement à l'annonce d'une suppression, moi, ne me choque pas profondément. Bien, Madame Dumas, et puis ensuite nous votons. Oui, je voulais rappeler le fait que la décision de bascule tout numérique de France 4 s'est fait avant France O. Elle s'est fait avant la concertation sur les offres. C'est-à-dire que le secrétaire général de l'Élysée, la ministre a annoncé une concertation sur les offres, alors même qu'elle annonçait déjà la bascule tout numérique. France O, il y a eu effectivement cette discussion. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut bien dire qu'il faut un minimum de débat au Parlement. Ne pas le souhaiter, ça veut dire ne pas assumer et ne pas vouloir effectivement justifier les choses devant l'ensemble effectivement de la représentation nationale. Ensuite, sur la compensation, on va voir l'amendement et je l'expliquerai. Mais comment vous pouvez imaginer 2 secondes que vous pouvez compenser une antenne par effectivement juste des horaires et avec tous les dommages collatéraux que j'expliquerai les uns après les autres. Il n'y a évidemment pas de compensation à la suppression d'un canal hertzien dédié entièrement aux enfants sans publicité. Il n'y en a pas. Merci. Chers collègues, nous allons passer au vote sur cet amendement de Madame Dumas, avec avis défavorable de Madame la rapporteure et de Monsieur le ministre. Qui est pour? Qui est contre? Okay, merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, cet amendement prévoit l'obligation et non pas seulement la possibilité de l'organisation d'un débat au Parlement, ainsi que l'obligation et non pas seulement la possibilité de formulation d'un avis par les commissions parlementaires concernées sur des conventions stratégiques pluriannuelles conclues entre l'État et les 2 sociétés, France Médias et Arte France. Dans la rédaction actuelle du projet de loi, il ne s'agit donc que d'une simple possibilité. Or, le Parlement doit pouvoir pleinement se saisir de ces questions. Ça va effectivement dans le sens de l'ensemble des garde-fous sur cette fameuse indépendance qui sont reniés les uns après les autres. Donc là, l'idée, c'est effectivement que ça soit une obligation, non pas simplement une possibilité. Ça me semble normal. Bien, Madame la rapporteure, sur le 286 de Madame Dumas. Le Parlement pourra toujours se saisir de ces questions. Il n'a pas besoin que ce soit écrit dans la loi pour avoir le droit d'organiser un débat ou de donner un avis. C'est un avis défavorable. Bien, avis défavorable. Madame Sage. Je voudrais soutenir au moins que les conventions soient effectivement soumises à un débat obligatoire par le Parlement. Peut-être pas les avenants, mais au moins les conventions stratégiques. Et je voudrais juste vous dire, Madame la rapporteure, que nous sommes bien dans le cadre de la loi, et que c'est déjà inscrit dans la loi, cette possibilité. Donc on vient simplement essayer de renforcer cette mission du Parlement en rendant obligatoire la consultation de nos assemblées. Moi, je soutiens peut-être avec le fait que ce soit obligatoire, mais sans les avenants. Madame Dumas. Oui, Madame la rapporteure, c'est dans votre propre projet de loi sur lequel vous rapportez qu'il est prévu que ce soit une possibilité. Donc, moi, je veux bien que vous disiez que ça n'a pas besoin d'être dans la loi. Vous-même, vous l'écrivez. Donc, nous, on dit pas une possibilité, mais une obligation. Voilà. Donc, après, c'est un choix. Oui, je crois que nous sommes en train de poser les bases d'un nouveau service public puissant, fier, souverain. Et je pense qu'on a des symboles. Il y a une suspicion, en tout cas une équivoque entre le lien qui pourrait exister entre l'exécutif et le service public, qui est historique, qui date de l'ERTF. Je pense qu'il faut à un moment lever toute ambiguïté, au moins symboliquement, et qu'il y ait des débats à l'Assemblée, une forme de désignation comme on l'avait imaginé tout à l'heure, etc. Il faut lever toute équivoque. Je pense que c'est important. Et la télévision des Français doit être débattue par les représentants des Français. Bien.
Donc vous maintenez votre avis défavorable. Je le mets aux voix avec cet avis. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le suivant, c'est vous également, Madame Dumas. Oui, merci, Monsieur le Président, puisque, comme vous l'avez vu, nous sommes quand même très raisonnables, puisque ce sont des débats, nous ne demandons pas des décisions du Parlement, donc même les débats, c'est un petit peu inquiétant qu'ils soient refusés. Maintenant, là, c'est quand même un amendement très important, parce que de la même manière que vous êtes passé de 2 membres nommés par le Président de la République, et donc un membre de plus que la loi précédente, lorsque celle-ci sera adoptée, là encore, c'est un recul. C'est-à-dire que nous avions effectivement le CSA qui donnait son avis à la fois sur les contrats d'objectifs et de moyens et à la fois sur leur exécution. Et là, effectivement, ce n'est plus le cas. L'ARCOM ne peut plus donner son avis sur les conventions pluriannuelles stratégiques ni sur leur exécution. L'ARCOM, demain, ce sera une autorité qui n'aura plus les nominations, et c'est très bien, puisqu'elle est effectivement jugée partie, ça lui donnait un caractère très politique qui a été souvent dénoncé. Demain, ça sera un outil de régulation et de supervision. Et sur ce qui est l'objet même de l'ARCOM, qui est de superviser l'audiovisuel, qu'il soit public ou privé, il n'a même plus à donner son avis sur les conventions pluriannuelles stratégiques, ni même sur l'exécution. Franchement, là, si vous maintenez et que vous nous redites avis défavorable, là, je pense que c'est vraiment quelque chose de très grave, puisque c'est le renoncement à ce que l'ARCOM puisse exercer correctement les missions que vous lui avez confiées précédemment. Merci. Madame la rapporteure. L'ARCOM est compétente pour donner un avis sur les désignations, sur l'exécution du cahier des charges. En revanche, elle n'a pas vraiment sa place dans les relations entre l'État actionnaire et les sociétés physiques. Défavorable. Madame Dumas. Donc le CSA était compétent pour le faire, l'ARCOM ne l'est plus, alors même que c'est dans ses missions. Donc, bon, de toute façon, c'est pas très étonnant, mais c'est pas très rassurant. Et c'est normal que nous proposions et que nous reproposions. Et vous savez, ces débats-là, c'est les débats qui ont lieu pas seulement sur le duel public. Vous avez tous vu Baron Noir. Je pense que Baron Noir 3, je pense qu'en 2022, il n'y aura pas que la sécurité. Il n'y aura pas que, effectivement, les problèmes que vous pensez. Il y aura aussi les institutions, l'équilibre des institutions, les garde-fous. Et je pense que là, vous prenez une responsabilité très grave quand vous n'êtes même pas capable d'accepter qu'une autorité de régulation du secteur donne son avis sur le secteur qu'elle est censée superviser. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de suspicion sur le reste, sincèrement? Bien, je vous remercie avec un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 284, Madame Dumas. Merci, Monsieur le Président. Donc là, on attaque aussi la partie indépendance de cette holding. Donc on propose de supprimer l'alinéa 94. Dans son étude publiée le 19 août 2015, le Conseil d'État estimait que le commissaire du gouvernement, je cite, est une institution ancienne, dépourvue de cadre juridique de référence, dont l'utilité et le rôle font aujourd'hui débat. Le Conseil d'État a procédé au recensement des entreprises dotées d'un commissaire de gouvernement. Il s'est interrogé sur leur place et leur fonction et sur l'articulation de leur mission avec celle des autres représentants de l'État dans les instances de gouvernance des entreprises. Que des représentants de l'État actionnaire soient présents dans le conseil d'administration est une chose légitime, bien évidemment. En revanche, le fait de désigner un commissaire du gouvernement, rien que le mot, de toute façon, le CSA l'avait aussi mis dans son avis, auprès des chaînes de services publics, ne semble pas nécessaire, vu ce que dit le Conseil d'État. C'est la raison pour laquelle nous supprimons la présence d'un commissaire au gouvernement auprès des sociétés France Médias, France Télé, Radio France, France Monde et l'Institut national de l'audiovisuel. Je voulais aussi dire que j'ai compris qu'il y avait une nouvelle religion, c'était la religion de la holding. Alors, c'est le poison lent de la holding qui anesthésie a priori tout le débat démocratique, puisque même les députés de la majorité qui ont quelquefois des bonnes idées d'amendement les retirent dès qu'on leur demande de le faire. Bien. Avis, Madame la rapporteure, votre avis? Alors, je préciserai juste pour la compréhension de tous que les commissaires du gouvernement n'ont pas de droit de vote au conseil d'administration, et donc c'est un avis défavorable. Bien. Madame Dumas? J'adore les réponses de la rapporteure qui n'ont aucun rapport, la plupart du temps, avec les amendements. Donc, je ne vous demande pas de savoir s'il a un droit de vote ou pas. Le Conseil d'État a déjà dit que c'était complètement désuet, que ça ne servait à rien. Donc, c'est juste prendre en compte, effectivement, cette remarque du Conseil d'État. Bien.
Avis défavorable maintenu, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Bon, j'ai vu que chaque garde-fou est refusé, donc vous allez nous dire que c'est la raison d'être de la holding, que le Parlement n'ait plus rien à dire sur quoi que ce soit, effectivement, notamment sur la répartition des enveloppes à l'intérieur des sociétés. Donc là, on ne vous propose pas un amendement pardon, qui empêche la holding de travailler. Moi, j'ai dirigé des filiales, je sais ce que c'est, donc on est absolument raisonnable. Aujourd'hui, vous prévoyez que, effectivement, la répartition des enveloppes soit présentée pour avis aux commissions, mais lorsqu'il s'agit en cours d'année, que ces enveloppes éventuellement bougent, la répartition, qu'il y ait des écarts entre ces écarts. Alors là, on ne nous demande plus notre avis, on nous informe. Donc ça ne sert pas à grand-chose d'ailleurs de nous avoir demandé notre avis, puisqu'après, lorsque les écarts sont constatés, on ne fait que nous informer. Donc nous trouvons qu'il est au moins le minimum, c'est de nous demander que nous formulions un avis sur les justifications présentées. Donc nous n'empêchons pas la holding de fonctionner, nous donnons juste un avis sur la justification de ces écarts, ce qui est le minimum, puisque si on ne peut plus légiférer, au moins que l'on puisse effectivement mener notre mission de contrôle et d'évaluation. Merci. Madame la rapporteure. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Les commissions parlementaires n'ont pas besoin que cela soit écrit dans la loi pour pouvoir organiser un débat et émettre un avis. C'est donc un avis défavorable. Madame Victory, Madame Dumas. Oui, non, je pense que la réponse quand même ne nous suffit pas, parce qu'il serait quand même vraiment important que les parlementaires puissent débattre et que le débat soit organisé. Et je ne vois pas en quoi ça serait ennuyeux que ce soit écrit dans le texte. Et je veux vraiment venir en soutien aux différentes interventions de Madame Dumas plusieurs fois, parce qu'il y a aussi le CSA s'est effectivement exprimé, a quand même émis des doutes sur ce que vous proposiez dans ce projet de loi. Donc ça fait plusieurs doutes successifs et ce serait quand même important qu'on puisse entendre la voix des députés et respecter leurs demandes. Madame Dumas. Vous savez, en droit, ça existe quand même le parallélisme des formes. Hein. Donc vous le savez, je sais bien, donc je ne me remets pas en cause là-dessus. Mais justement, il y a un avis sur la répartition qui est donnée par les commissions. Donc c'est quand même relativement normal qu'il y ait aussi un avis qui soit donné sur des écarts qui auraient lieu, évidemment, sur cette répartition. Je ne vois pas pourquoi la première partie de la phrase est possible et pas la deuxième. Et là, je vous demande, je fais appel à vous en tant que député, c'est-à-dire que le minimum, on ne vous demande pas de s'ingérer dans le management de la holding. On vous demande juste de pouvoir donner un avis sur la justification des écarts. S'il y a des écarts, s'ils sont justifiés... Vous savez, c'est comme en entreprise, quand on veut faire un audit, qu'on nous dit « Oh là là, c'est horrible de faire un audit ». Non, un audit, ça permet justement à ceux qui sont audités de pouvoir dire qu'ils ont fait bien leur travail. Là, si vous avez des bonnes justifications, il y aura un avis qui sera donné par la commission et au contraire, ça renforcera la confiance des citoyens dans leur audiovisuel public. Monsieur Fuchs. Oui, ça fait une série d'amendements qu'on est sur les mêmes thématiques à des échelles différentes ou à des niveaux différents. Mais la question qui se pose à chaque fois, c'est dans la définition de ce nouveau service public, comment un service public va pouvoir faire en sorte que les Français puissent se l'approprier, ce service public. Voilà, c'est quel rapport entre le service public et les Français. Et pour cela, il faut qu'à chaque étape de la gouvernance, on l'a vu depuis 4 ou 5 amendements, on ait, d'ici la séance, je pense, une réflexion autour de la relation entre les Français, leurs représentants, ici au Parlement, les institutions, les instances de régulation, comme l'ARCOM dont on a parlé il y a quelques instants, et l'exécutif. Et je pense que dans ce nouveau service public, il serait préjudiciable que, dans l'inscription de cette loi, les liens entre l'exécutif, comme c'était le cas à l'ORTF à l'époque, et le service public, continuent d'être trop ténus, au moins symboliquement. Et donc je pense qu'il faut que le citoyen puisse s'approprier ce service public et il faut donner les moyens à chaque étape de pouvoir venir enrichir la réflexion, la discussion au degré zéro, au niveau zéro ou sur le plan stratégique. Bien. Alors, Madame Calvez.
Je voulais juste qu'on rebondisse effectivement le lien du public avec leur service public. Trop de Français aujourd'hui ignorent ce qu'est leur service public. La meilleure manière de les associer n'a pas encore été trouvée. Je pense qu'il est intéressant qu'on puisse prolonger ces réflexions. Les solutions qui sont proposées aujourd'hui ne me semblent pas convenir, mais pour autant, j'invite l'ensemble des députés ici présents de pouvoir réfléchir de quelle manière on pourrait faire plus de liens entre France Médias et son public. Bien, alors ceci dit, sur la question budgétaire, chers collègues, le moment de discussion budgétaire traditionnel du Parlement, comme nous avons tout à l'heure adopté un amendement proposé par la rapporteure et moi-même sur la communication au Parlement des données de répartition, il sera le bon moment pour avoir cette discussion, et bien entendu qu'elle sera organisée. Je crois que là, il ne faut pas se tromper de débat, avec tout le respect que je vous dois, chers collègues. Ce débat aura lieu et il est renforcé par la disposition que nous venons de voter tout à l'heure. On a un projet de loi de finances qui est l'occasion d'avoir ces discussions budgétaires. Voilà, donc, bon. C'est Madame Dumas. Non, mais ces amendes-là sont tout à fait sont correctes, il n'y a pas de souci. Je voulais dire, à quoi ça sert qu'on donne notre avis avant, si effectivement, ensuite, ça peut changer et qu'il n'y a pas donné d'avis. Ce que nous proposons, sincèrement, c'est des débats, des avis. On n'est absolument pas en train d'empêcher quoi que ce soit. On est juste en train de dire que s'il y a plus de transparence et de parallélisme des formes, c'est pas la peine de donner notre avis avant, si ça peut être changé après. Franchement, c'est quand même être un tout petit peu cohérent, et ça n'empêche pas la valeur de vos amendements d'avant. C'est des choses qui sont différentes. Là, c'est commission des finances, commission des affaires culturelles, commission des affaires étrangères. Donc, je pense que ça reste très important. Monsieur le ministre, et puis nous passons au vote. Oui, merci Monsieur le Président. Madame Dumas, là, ce dont on parle, c'est la différence entre ce qui était prévu dans le COM d'une façon pluriannuelle et ce qui est mentionné dans le PLF, annexé au PLF chaque année. Donc, si, je vous dis, c'est ça. Si. Et donc, bien évidemment que vous êtes, dans ce cas-là, à même de pouvoir avoir tous les éléments pour voter le PLF. Et donc, c'est vous qui, in fine, Parlement, voterez le PLF en fonction des informations, justement, de justification des différences entre ce qui était prévu dans le COM et ce qui est prévu en annexe du PLF. Bien, je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour, qui est contre. Donc, bon, effectivement, on a essayé de mettre un certain nombre de garde-fous au niveau de la gouvernance. Tous ont été refusés. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est que si on ne peut rien faire avant, peut-être que le rôle de contrôle et d'évaluation puisse être rempli après. Et que le minimum, c'est de pouvoir évaluer, évidemment, si tous ces magnifiques objectifs que vous avez fixés ont bien été atteints. Donc le présent amendement propose de modifier l'ordonnance de 58 en vue de créer une délégation parlementaire de suivi des entreprises de l'audiovisuel public, ainsi que du Centre national du cinéma et de l'image animée. La délégation aura pour mission de suivre l'action du gouvernement, celle des opérateurs du service public de l'audiovisuel et celle du CNC, en matière d'allocation et de répartition des ressources publiques au service des politiques publiques. Cette délégation recevra à ce titre l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation des politiques publiques menées dans ces domaines, et notamment dans leur traduction budgétaire. La volonté de créer une telle délégation émane d'un constat partagé entre les parlementaires et la Cour des comptes, c'était encore lors de notre rapport, d'une absence d'outils de contrôle et d'évaluation suffisants dans une période de transformation où rapidité et agilité sont nécessaires. L'instauration d'une telle délégation a pour finalité la bonne information du Parlement, donc des citoyens, afin que le législateur soit en mesure d'évaluer la mise en œuvre des politiques publiques relatives à l'audiovisuel et au cinéma et de formuler toutes les préconisations qui s'avéraient nécessaires. La délégation pourra disposer de toutes les informations non nominatives propres à permettre au législateur d'exercer les missions que lui confie l'article 24 de la Constitution. Elle n'aura pas, en revanche, vocation à connaître des cas individuels. Merci, Madame Dumas. Madame la rapporteure générale. Vas-y. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Donc, je comprends l'intention qui est la création d'une délégation parlementaire à l'audiovisuel, mais il me semble que c'est le rôle de notre commission des affaires culturelles que d'examiner l'ensemble des sujets sur les questions audiovisuelles. Sinon, ça reviendrait finalement un peu à nous dessaisir de ces questions-là au profit d'une délégation. Donc, avis défavorable pour que notre commission puisse continuer à examiner ces sujets. Madame Dumas. Évidemment, vous voyez bien qu'il y a deux choses très différentes. Nous pouvons tout à fait continuer à examiner ces sujets. Une délégation parlementaire a des moyens
d'investigation qui ne sont pas les mêmes qu'une simple commission. Lorsque nous avons fait notre rapport, nous sommes bien rendus compte qu'il y avait un certain nombre de documents auxquels nous ne pouvions pas avoir accès. La Cour des comptes elle-même nous a dit que son travail était parcellaire, puisqu'elle le faisait 3 ans après, elle ne pouvait pas le faire avant plusieurs années, et ensuite elle recevait des informations, elle ne pouvait pas les vérifier. Donc on n'est pas du tout dans un travail classique de commission, on est dans un travail effectivement avec des pouvoirs particuliers qui ne sont pas ceux d'une commission, et vous le savez très bien. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas demander des blancs-seings en amont, puisque c'est ce que vous faites, et refuser l'évaluation en aval, tout en disant évidemment et répétant que le rôle du Parlement, le renforcement du rôle de contrôle du Parlement. Donc, comme d'habitude, les objectifs sont toujours affichés, les moyens pour y parvenir, on ne nous en donne aucun. Bien, je vous remercie. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le 438, Madame Dumas. Oui, alors pour revenir à cette histoire d'indépendance, d'abord je voulais vraiment redire que je ne suis pas en train de dire qu'il existe une indépendance absolue. Ça n'existe pas, il y a toujours quelqu'un qui nomme. Donc ce n'est pas ça le reproche que je fais, c'est le fait de se cacher derrière des artifices, même si effectivement... je n'ai pas dit que ni le Conseil d'État, même je crois le Conseil constitutionnel s'était prononcé sur ces choses-là, c'est une chose. Moi je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. La dernière fois qu'on a nommé la présidente de France Télévisions, c'était dans la loi que la personne ait de l'expérience professionnelle, dans le domaine. Est-ce que vous pensez que la personne qui a été retenue, quel que soit le fait, je ne juge même pas si elle a été ou si elle est une bonne présidente ou pas, mais elle n'avait aucune expérience dans le domaine de l'audiovisuel, excusez-moi, alors même que c'était prévu dans la loi. Donc moi, je veux m'assurer d'une seule chose, non pas que qui que ce soit, un ministre, un président de la République ou un Premier ministre appelle France Télévisions pour influer sur les programmes, mais pour que les gens compétents soient effectivement désignés. Donc je me battrai pour ça. Et en l'occurrence, c'est pas parce que les choses sont inscrites dans la loi qu'elles se passent. Donc là, c'est une proposition qui était dans le rapport que nous avions rendu donc en mai 2018, c'est de s'assurer en partie pour renforcer cette perception, parce que je pense que les citoyens ont une perception de plus en plus forte vis-à-vis de l'indépendance, que ce soit de l'audiovisuel public, que ce soit de manière générale de la manière dont la politique est menée dans le pays, n'est pas sûre. Et la perception est aussi importante que la réalité. Donc il faut trouver des moyens de rassurer effectivement les citoyens sur cette indépendance. Donc dans cet amendement, nous proposons effectivement l'idée avec un jury ad hoc qui serait nommé exactement de la même manière que sont nommés aujourd'hui effectivement les membres de l'ARCOM. Donc on n'innove pas. Mais il y aurait un jury, effectivement, ad hoc, indépendant, qui se réunirait sur une période d'environ 15 jours, qui permettrait, le fait qu'effectivement il y ait une durée courte, permettrait de nommer des gens qui sont des personnalités importantes, Merci. Qui peuvent passer peut-être 15 jours de leur temps à consacrer à, effectivement, cette nomination, mais qui ne pourraient pas le faire sur 5 ou 6 ans. Donc Merci. Voilà, c'est une proposition. Merci, Madame Dumas. Madame la rapporteure. Avis défavorable. Avis défavorable. Madame Dumas. Donc, je redis que c'est une manière originale de s'assurer, évidemment, puisque j'avais bien mis dans cet amendement qu'il fallait, évidemment définir aussi les critères qui seraient choisis pour représenter pour choisir les membres de ce jury. Donc c'est la même chose que nous demandons d'ailleurs pour les conseils d'administration. Il faut un minimum de critères pour s'assurer des compétences. Et je le redis, on pourrait avoir affaire à des personnes indépendantes, qui sont des personnalités qui pourraient passer une partie de leur temps, puisque ce serait un temps limité, comme le jury d'un festival, avec un jury transparent, c'est-à-dire avec des débats transparents. Et je vous assure que si vous acceptiez plus de transparence, plus de débats, peut-être pas effectivement que les citoyens participent, j'allais dire, à la direction Merci. De France Télévisions, mais soient associés non pas à la décision non plus sur la présidence, Merci, mais voient les débats, je pense qu'on aurait recréé la confiance avec les citoyens. Merci. Alors, Monsieur Fuchs, Madame Victory. Oui, je trouve que c'est une idée qui est assez originale et qui mérite d'être creusée, même si dans la rédaction, un jury, c'est un peu vaste et un peu vague. Mais l'intention, en tout cas, mérite peut-être d'être réfléchie et travaillée. Si, Madame Victory. Oui, même idée, même appréciation. Je trouve que l'idée du jury est beaucoup plus moderne que celle de la nomination, qui vient du pouvoir quand même, quoi qu'on en dise.
Bien. Je mets au voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est rejeté.